Merci Madame la Présidente. Nous passons donc à la discussion générale et la parole est à Monsieur Philippe Vitel pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission de la Défense et des Forces armées, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voilà réunis pour analyser le budget 2013 de notre défense et de nos forces armées. 2013, cinquième année de la loi de programmation 2009-2014, mais dernière année de cette LPM, puisque du nouveau livre blanc en préparation émergera une LPM 2014-2019, LPM à mon sens de tous les dangers. Mais cela, nous y reviendrons plus tard. Le livre blanc avait fixé notre nouveau concept stratégique en 2008 et notre nouvelle doctrine d'emploi de nos forces. Son corollaire, nommé RGPP, avait conduit à glisser le tout dans une enveloppe financière à l'origine de 377 milliards jusqu'à 2020. La LPM 2009-2014 s'y voyait consacrer 186 milliards, avec une progression annuelle des crédits au rythme de l'inflation, réévaluée d'un point à partir de 2012. Cela devait permettre d'assurer la stricte suffisance de notre dispositif. 128,8 milliards étaient prévus dans la LPM pour les 4 années 2009-2012. Du fait d'une crise financière et économique sans précédent, seuls 125,5 milliards, soit 3,3 de moins, ont été budgétés. Déjà, nous entendions les craintes des états-majors et l'amiral Guillot n'hésitait pas à déclarer en octobre 2010 « Nous avons pour l'instant des armées cohérentes, mais nous sommes au seuil. Si l'on devait connaître une coupe supplémentaire, il faudrait se poser la question du modèle et peut-être changer ce modèle, car il pourrait devenir déséquilibré. Les militaires vivraient mal l'incohérence entre l'ambition et l'effort. » Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous nous présentez un budget 2013 de 31,4 milliards d'euros, soit 1,8 milliard de moins que ce que prévoyait la LPM à 33,2 pour 2013. Nous constatons de plus que vous y incluez pour 1,27 milliard de recettes aléatoires, ce qui nous conduirait, si elles n'étaient pas perçues, ce qui est toujours possible, à un déficit de 3 milliards d'euros. Devant la Commission, vous déclariez le 2 octobre que la période post-livre blanc serait celle des choix décisifs et que pour l'instant la défense consentait un effort important dans un contexte de contraintes fortes, mais en nous préservant de mesures irréversibles. Cela signifie, Monsieur le Ministre, que la LPM à venir soit celle des mesures irréversibles? Je crains fort d'y retrouver des régressions financières à même de nous amener inexorablement au déclassement stratégique et à la rupture capacitaire. Les chefs de nos armées, Monsieur le Ministre, nous ont fait part du moral en berne des femmes et des hommes qu'ils commandent, faisant un constat douloureux entre fierté du travail accompli et vives inquiétudes pour l'avenir. En effet, le budget triennal programme 30,148 milliards pour 2015, soit 29 milliards en valeur 2012, soit quasiment 10% de moins qu'aujourd'hui. Cela a amené l'amiral Guillot à déclarer le 10 octobre devant la Commission. Au résultat, la divergence cumulée atteindra 10 milliards pour 2013-2015, soit presque une année de masse salariale du ministère hors pension, ou la totalité du programme des 6 sous-marins nucléaires d'attaque Barracuda. Si l'on prolonge la tendance actuelle, on atteindra en 2020 un écart de 40 milliards d'euros en valeur 2012, soit 130% du budget total d'une année. Au Nord OTAN, l'effort de défense de la France était de 2% du PIB en 1997, Madame la Présidente. Nous l'avions retrouvé en 2002 à 1,6%. Après le passage aux affaires de la gauche, qui n'avait su profiter de cette pleine période de croissance pour consolider nos forces, mais surtout pour entamer la professionnalisation de notre armée. Nous l'avons stabilisé entre 1,6 et 1,7 ces 10 dernières années. Il est de 1,55 en 2012. À l'horizon 2015, il dépassera à peine 1,3%. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, la planète se divise en 2 parties très inégales. Celle qui désarme, c'est l'Occident. Celle qui réarme, c'est le reste du monde, et en particulier les pays que l'on appelait naguère émergents. Durant les 5 prochaines années, les dépenses militaires des pays du BRIC devraient augmenter de 150%, alors que les dépenses mondiales resteront stables. Dans 5 ans, les dépenses militaires de l'Europe ne représenteront plus que 16%, c'est-à-dire quasiment le niveau qu'aura atteint la Chine, 15%, pour 5% aujourd'hui. La Russie sera passée de 2,75 à 4,5,
l'Inde et le Pakistan de 2 à 4, l'Amérique du Sud de 2 à 5. Les USA ne représenteront plus que 42% des dépenses militaires mondiales, contre 50% aujourd'hui. Devant la commission de la défense, l'amiral Guillot, d'ailleurs, déclarait « L'Europe désarme alors que le monde réarme, l'Europe baisse la garde dans un contexte de crise économique et financière où les risques cumulés sont source de tensions régionales et internationales. » Aujourd'hui, de plus, Monsieur le Ministre, l'espace Asie-Pacifique est déjà la première priorité stratégique américaine, ce qui doit nous conduire à admettre que nous devons remettre en cause l'engagement des États-Unis pour la défense de l'Europe. Aussi, en cette période de crise économique et financière, nous devons nous efforcer de raisonner différemment. Si nous voulons vraiment que l'Europe reste un acteur global capable d'actions stratégiques indépendantes, nous devons abandonner les voies qui nous conduisent à la marginalisation. Tout d'abord, constatons qu'il est illusoire de penser que nous pouvons construire l'Europe de la défense à partir de l'Union européenne. En ce sens, la volonté de rapprochement entre la France et le Royaume-Uni représente une réelle occasion à saisir. La France et la Grande-Bretagne, qui représentent à eux deux 50% du budget de défense de l'Europe, doivent représenter le noyau dur autour duquel doivent venir s'agglomérer ceux qui consentent encore à faire un effort de défense, et je pense là bien sûr en premier lieu à nos amis allemands et polonais. La mise en commun des moyens et des efforts doit se faire non pas sur la base de l'Europe institutionnelle, mais autour d'un leadership crédible, multinational pour des raisons de légitimité et resserré pour des raisons de crédibilité. La construction alors reposera sur nos capacités à mutualiser nos moyens et éventuellement partager nos capacités, ce que les anglo-saxons appellent le pooling and sharing. Chacun des participants à ce groupe pionnier devra avant tout s'être posé la question de savoir par rapport à qui l'on souhaite demeurer indépendant, ou plutôt quel degré de dépendance accepte-t-on d'avoir et vis-à-vis de qui? Car partage capacitaire implique de facto abandon de souveraineté sur un outil par essence régalien. La mutualisation, elle, n'attente pas à la souveraineté, mais en limite l'exercice. Tout cela doit bien sûr être accompagné d'une industrie de défense solide. Nous devons sans tarder restructurer notre outil industriel de défense afin de donner naissance à une solide base industrielle et technologique de défense européenne. L'échec du rapprochement EADS-BAE est là pour nous démontrer qu'en l'absence d'une véritable union politique, rien n'est possible et que cette nécessaire union politique en termes de défense commune ne trouve pas sa place dans le cadre de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne actuellement. Voilà, Monsieur le Ministre, le challenge qui s'ouvre devant nous. Le président de la République, François Hollande, déclarait il y a quelques mois: la France doit à son armée une part éminente de sa grandeur, de son indépendance, de son rayonnement dans le monde aussi. Elle lui doit d'être restée la France et de pouvoir défendre l'idée qu'elle se fait de la dignité de l'homme. Elle lui doit de pouvoir veiller sur mon idéal, sur son idéal. Nous partageons, Monsieur le Ministre, cette vision. Puisse le futur livre blanc et surtout la LPM 2014-2009 exaucer le vœu du président de disposer d'une armée à même de pérenniser la grandeur de notre nation et de protéger ses habitants et ses intérêts. Or, réduire notre budget de défense, c'est perdre immédiatement notre indépendance et notre crédibilité. C'est fragiliser notre économie et réduire nos capacités d'innovation. C'est réduire nos possibilités d'exporter notre savoir-faire. C'est aussi affaiblir l'une des rares institutions encore capables d'intégrer dans la communauté nationale des Français en voie de marginalisation. Quant au budget dit de transition que vous nous présentez aujourd'hui, il ne constitue pas à nos yeux la garantie que la protection de la souveraineté et des intérêts de la France soit en toute situation assurée et que nos armées soient en capacité d'exercer la totalité de leurs contrats opérationnels. C'est le constat que nous pouvons faire après avoir entendu en commission les états-majors de chacune de nos armées. Aussi, le groupe UMP ne votera pas ce budget 2013 en espérant que la LPM 2014-2019 nous donnera l'occasion, sinon de nous enthousiasmer, mais au moins de calmer nos inquiétudes et celles de nos armées. Je vous remercie.